c'est parti. Nous sommes donc en ligne. Voilà. Tu confirmes, Priscilla? 2 petites secondes. Voilà, c'est parti. Bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Au nom de la régionale PAC de Verviers, la fédération du PS et le groupe Convergence, piloté par notre camarade Claude Dezama, je vous souhaite la bienvenue à cette première édition des Afterwork du socialisme, ou plutôt je dire les After Téléwork en l'occurrence, puisque il a fallu nous prêter à cet exercice de manière corona compatible, et donc on perd en convivialité ce qu'on gagne en numérique, en interactivité. Et donc, nous voici en vidéoconférence, en live sur plusieurs pages de toutes les forces progressistes de gauche de Verviers. Alors, au cœur du débat aujourd'hui, un outil d'émancipation sociale qui a subi de nombreuses attaques ces dernières années et qui s'est finalement révélé au travers de cette crise un merveilleux outil résolument moderne. Pour nous en parler aujourd'hui, deux invités. Pour l'instant, nous n'avons qu'un seul avec nous, mais Jean-Pascal Labille, puisqu'il s'agit de lui, nous rejoindra dans quelques instants. Et donc, monsieur Édouard Delruel, que je salue et que je remercie d'être avec nous, va donc nous entretenir de ce sujet. Alors, on ne vous présente plus monsieur Delruel, mais malgré tout, je vais le faire en retraçant quelques éléments de votre CV. Vous êtes professeur bien connu de philosophie à l'Université de Liège. Vous avez dirigé adjointement, en tout cas, le Centre pour l'égalité des chances pendant de nombreuses années, qui est devenu maintenant UNIA. Vous êtes un intellectuel engagé dans la cité. On peut vous voir, vous lire et vous entendre sur les ondes et dans la presse écrite notamment. Et puis, depuis 2019, peut-être à la surprise de certains, vous êtes devenu président de l'Union nationale des mutualités socialistes, donc soit le président de Solidaris. Et donc, vous avez évidemment une vision très aiguisée du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Comment ça va se passer pendant une 3/4 d'heure sans doute? Vous allez nous entretenir d'abord en solitaire, et Jean-Pascal viendra dès qu'il le peut vous rejoindre de cette thématique. Et ensuite, on passera à une séance de questions-réponses, puisque vous avez la possibilité derrière vos écrans de directement poser vos questions, interroger nos deux invités du jour. Je me ferai le plaisir de relayer vos interrogations vers eux juste après la présentation. Je me tais, en tout cas pendant 45 minutes. La parole est à vous. Merci encore d'avoir répondu présent. Et voilà, vaste sujet qui nous attend. On est très heureux de vous écouter. Très bien, c'est moi qui vous remercie pour d'abord pour l'organisation et les mots de bienvenue. On m'entend bien, donc il n'y a pas de problème jusqu'à présent. Ok, ça va. Je vais peut-être à ce moment-là déplacer ceci, mais on verra bien. Voilà. Voilà, donc je dois d'abord excuser Jean-Pascal qui va nous rejoindre. Il est en route, il a une journée extrêmement chargée. Les moments sont un petit peu compliqués et chargés pour lui, encore plus que pour moi. Donc voilà, il nous rejoindra dans quelques temps. J'y insiste parce que je sais bien que c'est sûrement plus pour lui que pour moi que vous êtes présent. Et vous dire un petit peu, en fait, ce qu'on fait, c'est un peu une tournée des différentes fédérations qui veulent bien nous inviter sur un thème que nous connaissons, évidemment socialiste, qui est la sécurité sociale. Mais c'est parce que Jean-Pascal Labille et moi considérons que c'est une véritable urgence stratégique aujourd'hui politique. C'est-à-dire qu'il faut parler aujourd'hui de la sécurité sociale, pas seulement dans le cadre de la crise du Covid, mais évidemment, la crise du Covid ne fait que confirmer l'importance stratégique de la sécurité sociale. Voilà. Alors, je m'aperçois que... Attendez, est-ce que ça marche? Ah oui, non, ici, voilà. OK. Voilà, donc l'exposé est divisé en 4 parties. D'abord, une photographie de la sécurité sociale. C'est d'habitude Jean-Pascal qui l'a fait, mais c'est sans doute moi qui vais devoir le faire ce coup-ci. Et puis, une mise en perspective de l'état social du pacte de 45 jusqu'à ce que nous vivons. C'est très important de faire ce cadrage historique pour bien comprendre dans quel moment de bifurcation, de danger, mais aussi peut-être d'espoir, nous pouvons nous trouver, de documenter ce que le gouvernement Michel de Bloch a fait en matière de sécurité sociale, et puis la séquence Wilmès II avec le Covid, une perspective un peu plus large sur les scénarios du XXIe siècle. Ne vous tracassez pas, tout ça sera relativement bref, et puis
pour ce moment-là, je pense que Jean-Pascal nous aura très certainement rejoint des conclusions avec de tracer des lignes rouges autour de la sécurité sociale, mais pas que, on va y venir. Voilà, alors d'abord peut-être une photographie de la sécurité sociale. C'est quoi la sécurité sociale? À la fois tout le monde connaît bien la Sécu, d'abord parce qu'on en bénéficie, ne fût-ce que par les soins de santé, mais il est toujours bon de rappeler un certain nombre de choses. Alors d'abord, la sécurité sociale, il faut bien voir que c'est une institution qui va couvrir des coûts qui sont engendrés par des situations dont on estime qu'elles ne doivent pas être laissées aux forces du marché. Alors, quelles sont ces situations qui sont ainsi démarchandisées par la sécurité sociale? On les connaît, mais il faut toujours les rappeler. La maladie, l'incapacité de travail, qui est de plus en plus important, la retraite, les pensions, le chômage et l'éducation des enfants, les allocations familiales, même si on sait qu'elles ont été transférées aux communautés et régions. Et c'est la sécurité sociale, une institution de couverture universelle et obligatoire, donc de tous ces coûts engendrés par des situations que l'on estime devoir être arrachées aux forces du marché. C'est le point sans doute essentiel en termes politiques. Et j'y reviendrai, mais la sécurité sociale est un des trois piliers d'un dispositif plus large qu'on va appeler l'État social, qu'on appelle aussi, mais moi je n'aime pas le terme l'État-providence, en anglais le welfare state, donc où on a trois piliers. Le pilier central, c'est la sécurité sociale, avec ses branches emblématiques, maladie, invalidité, retraite, chômage et allocation familiale, mais la sécurité sociale est indissociable de deux autres piliers d'État social, que sont les services publics, qui fournissent un accès aux biens essentiels. Évidemment, le plus important des services publics, c'est l'éducation. Personnellement, on y reviendra peut-être, je considère que la culture est également un service public, mais aussi l'énergie, la communication, le transport. Et puis, il y a le troisième pilier qui est tous les droits du travail, c'est-à-dire toutes les règles, toutes les lois, tous les statuts, toutes les conventions collectives également qui encadrent le marché du travail. Donc, on a un système intégré et cohérent. Alors, si maintenant on regarde la sécurité sociale plus précisément, si on voit, c'est quoi en termes de dépenses? On voit que le budget global de la sécurité sociale, c'est 100 milliards, un peu plus de 100 milliards, et on voit que presque la moitié, ce sont les pensions. Et que le deuxième gros poste, c'est évidemment le poste santé, avec 27 milliards. Chômage et incapacité de travail sont à peu près à égalité, autour de 9 milliards. Je pense qu'actuellement, la capacité de travail a dû dépasser le chômage, et puis autres 8 milliards. Et vous voyez que c'est important, les frais d'administration, c'est-à-dire ce que coûtent les mutualités, les syndicats dans le rôle de prestataires pour le chômage, etc., les parastataux, ne coûtent que 2 milliards, c'est-à-dire 2%. Il faut bien se rappeler cela, c'est-à-dire que les frais d'administration, ça ne coûte pas cher si on les compare avec des assurances privées, par exemple, où là, les frais d'administration, de profit, etc., sont beaucoup plus importants. On va ajouter dans la sécurité sociale et l'État social, mais je ne vais pas le faire ici, ce qui a été transféré aux régions et communautés, notamment les allocations familiales, et toute la question de l'assistance sociale, les CPAS, qui hélas prennent de plus en plus d'importance, mais qui ne font pas partie organiquement, en quelque sorte, de la sécurité sociale. Voilà pour les dépenses. Si maintenant on fait un petit focus sur le budget de l'assurance maladie, le budget 2020 de l'assurance maladie, simplement isoler trois gros postes pour qu'on ait un peu l'idée, c'est quoi les dépenses en matière de santé. Vous voyez que les honoraires des médecins, c'est presque 9 milliards, les médicaments, 5 milliards, le financement des hôpitaux, et on sait qu'ils ne sont pas assez financés aujourd'hui, 6 milliards et demi. Vous avez aussi presque 2 milliards, 1,7 milliard pour le personnel infirmier, etc. Donc, on voit que ce sont évidemment des sommes extrêmement importantes qui sont ici engagées pour notre santé. Si maintenant on regarde les recettes, l'élément le plus important, c'est que l'essentiel des recettes de la sécurité sociale proviennent des cotisations sociales, pour, comme vous voyez, 63 milliards.
Mais de plus en plus, vous avez des subventions de l'État et ce qu'on appelle le financement alternatif. Lorsque, notamment, on fait des baisses de cotisations sociales, eh bien, il faut bien un financement alternatif qui est généralement de la TVA pour 10 milliards. Et évidemment, vous voyez que plus on diminue les cotisations sociales, plus les autres formes de financement de la sécurité sociale sont en quelque sorte injustes. On sait que la TVA, c'est un mode de prélèvement qui est particulièrement injuste pour les classes populaires. Donc, l'essentiel ici, c'est les cotisations sociales, mais par des décisions de gouvernements précédents, mais c'est historiquement depuis plus longtemps, il y a une baisse de la part des cotisations sociales dans le financement de la sécurité sociale et je pense qu'il faut s'opposer à cette baisse. Le financement par cotisation sociale, c'est important, on y reviendra. Les mots ont leur importance. La droite utilise le mot de charge sociale, hein, comme si c'était voilà, une charge et une dépense et un coût. Hein. Il ne faut jamais oublier que les cotisations sociales, c'est une partie de notre salaire. C'est-à-dire que quand on baisse les cotisations sociales, on baisse notre salaire. Qu'est-ce qui s'est passé en 1945 ? Plutôt que de donner du monétaire, un salaire entier aux travailleurs pour lui permettre éventuellement de se soigner, etc., eh bien, ce que les organisations syndicales ont dit, c'est une partie du salaire, eh bien, sera gérée par les interlocuteurs sociaux, par les partenaires sociaux, pour organiser la santé, les retraites, le chômage, et comme ça, les gens peuvent activer cette partie de leur salaire lorsque ils en ont besoin. Donc, les mots ont leur sens, et quand on baisse les cotisations sociales, on baisse notre salaire. Et ça, je pense que comme élément de langage pour nous socialistes, c'est extrêmement important. Donc, on sait qu'il y a deux types de cotisations, les cotisations employeurs et les cotisations travailleurs. Les cotisations travailleurs, voilà, 13% du salaire brut. Les cotisations employeurs sont aujourd'hui de 25% du salaire brut, mais avant 2018, avant le tax shift mis en œuvre par le gouvernement Michel, c'était de 32,5. Donc, vous voyez la baisse très importante des cotisations employeurs par le gouvernement Michel. On reviendra sur les conséquences catastrophiques de cette réduction des cotisations sociales, c'est-à-dire de réduction de notre salaire. Si maintenant on compare le budget de la sécurité sociale et le budget de l'État, d'abord, c'est un peu de la question de tuyauterie, mais je pense qu'ici, on est aussi ici pour informer, de savoir que le budget de la sécurité sociale est distinct du budget de l'État. Et quand on voit, le budget de la sécurité sociale est presque aussi important que le budget de l'État. Le budget de l'État, c'est 150 milliards. Le budget de la sécurité sociale, c'est 117 milliards. Si on ajoute aux 102 ce qui est transféré aux régions et ce que les CPAS rendent comme service. Et sinon, on voit que ce qui est là aussi important, 27% pour les services publics, dont l'enseignement, et puis les autres postes que vous voyez ici. Et à nouveau, vous voyez qu'en quelque sorte, les frais d'administration de l'État, c'est-à-dire les parlements et les cabinets, ce n'est que 0,2% hein, du budget, c'est-à-dire vraiment presque rien. Donc, à nouveau, quand la droite, les mots ont leur importance, disent il faut réduire le train de vie de l'État. Réduire le train de vie de l'État, ce n'est évidemment pas au niveau des parlements et des cabinets. On peut peut-être toujours trouver là des économies à faire, mais fondamentalement, quand la droite dit réduire le train de vie de l'État, ça veut dire réduire la sécurité sociale ou réduire les services publics. C'est ça que ça veut dire concrètement. Et il faut vraiment marteler cela comme message. Dernier point dans cette photographie de la sécurité sociale, c'est à nouveau un peu la tuyauterie pour dire d'où viennent les sommes et comment elles arrivent aux bénéficiaires et comment elle est gérée. Bien, la sécurité sociale est gérée théoriquement de façon paritaire entre les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs, puisque ce sont eux qui principalement cotisent. Mais l'État intervient de plus en plus. Alors, évidemment, l'État peut dire, vous savez, on intervient de plus en plus par le
le financement alternatif, mais l'État intervient de plus en plus parce qu'il a de plus en plus envie de cadenasser la sécurité sociale et en général dans des perspectives de politique d'austérité. Donc, on a les trois payeurs, hein, l'État, les travailleurs et les employeurs, qui versent les cotisations sociales et autres prélèvements à l'ONSS, qui va les redistribuer à toute une série d'organismes, l'INAMI, l'ONEM, l'Office national des vacances, l'Office national des pensions, etc., etc. Et pour prendre, si vous regardez ici sur la gauche du slide, ben, vous voyez, l'INAMI reverse aux unions nationales des mutualités l'argent qui permettent aux mutualités de rembourser les bénéficiaires de leurs soins de santé. Et donc, l'argent arrive ainsi chez les bénéficiaires et c'est précisément toute cette administration qui ne coûte que 2% de l'ensemble. Voilà pour une photographie en quelque sorte de la sécurité sociale. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est faire un peu une mise en perspective historique, pas par simple désir antiquaire en quelque sorte, mais parce que c'est très important pour comprendre dans quel moment nous nous trouvons aujourd'hui en 2020. Il y a deux grandes périodes de la sécurité sociale. Il y a évidemment toute une préhistoire très riche de la sécurité sociale dès le 19e siècle et dans l'entre-deux-guerres. Mais on peut considérer que la sécurité sociale telle que nous la connaissons, dans sa cohérence, je vais y revenir, eh bien, tout ça débute en 1945 avec ce qu'on appelle le pacte social, terme qui est fort à la mode ces derniers jours. Je reviendrai sur ce vocable de pacte social. C'est le projet d'accord de solidarité sociale. C'est très intéressant, qui a été scellé dans la résistance, c'est-à-dire au moment où il n'y avait pas encore, où l'État belge n'était pas encore établi, quelques semaines avant le débarquement, et qui n'a eu force de loi que par un arrêté-loi du 28 décembre 1944, alors que la Belgique, la guerre n'était pas finie à ce moment-là. Et donc, c'est important, d'abord intéressant de voir que ce projet d'accord, il a été scellé dans la résistance, par les organisations patronales, syndicales dans la résistance, et qu'il ne repose finalement sur pas grand-chose en termes normatifs. La sécurité sociale, elle ne se trouve pas en tant que telle dans la Constitution. Donc, ce que l'on a fait, ce que l'on a construit pendant des dizaines d'années, on peut le défaire en 2-3 lois, on peut défaire cet édifice. Il ne repose sur pas grand-chose en termes normatifs. En France, la France a connu un épisode équivalent avec le fameux texte Les Jours heureux du Conseil national de la résistance qui fonde également la sécurité sociale. Ça, c'est la première période, et puis une deuxième période qui s'ouvre à partir des années 1980 et qui est une véritable contre-révolution néolibérale qui va viser l'État social et la sécurité sociale. Alors, il y a un élément important, on a parlé voilà, ces derniers jours beaucoup de cette notion de pacte social avec ce qui est arrivé à la FGTB. On a évidemment préparé ce slide bien avant, hein, donc ce n'est pas du tout ad hoc, mais c'est se rappeler, c'est quoi un pacte social? Ben, le pacte social de 1944, il voit le jour après un conflit absolument dévastateur, peut-être même 30 ans de guerre civile si on remonte à 1914, et il avait deux objectifs. Et il faut toujours se demander si aujourd'hui, est-ce que ces deux objectifs sont toujours là? Il y avait d'abord un défi collectif, et là tout le monde était d'accord, les ouvriers, les patrons, la population, il fallait reconstruire l'Europe. Il fallait du charbon, il fallait de l'acier, il fallait manger, il fallait reconstruire tout simplement l'Europe. Et la deuxième chose, la deuxième condition, c'est que le patronat avait intérêt au compromis. Il avait intérêt au compromis parce que la grande peur des classes possédantes et du patronat en 1944, c'était la contagion communiste. C'était que la population, et les travailleurs en particulier, ne prennent fait et cause pour le communisme qui était à ce moment-là dans une sorte d'apogée historique. Et c'est donc ça, deux éléments historiques objectifs qui ont permis le pacte social. Alors, il y a quelque chose, moi, auquel je tiens beaucoup, c'est la cohérence de l'État social. L'État social, et là je suis en désaccord avec des auteurs pourtant très connus, comme Thomas Piketty, qui disent « Oh ben, l'État social, vous savez, c'est un bricolage hein, qui
voilà, qui est un peu le produit de l'histoire, où ça s'est un petit peu fait comme ça. Non, c'est vrai que l'État social est le produit de lutte, ça c'est vrai, mais c'est un dispositif cohérent avec, je ne vais pas y revenir puisque j'ai déjà montré ce slide, avec ces 3 piliers, mais également 3 leviers politiques. 3 piliers que sont, je répète, la sécurité sociale, les services publics et le droit du travail, hein, je m'en suis déjà expliqué, mais qui sont activés, ce dispositif est activé par 3 leviers politiques. D'une part, des politiques de régulation, qu'on appelle aussi dans le jargon des économistes des politiques keynésiennes, hein, des politiques où la puissance publique, l'État, a la maîtrise, au moins partielle ou totale, de la monnaie, du crédit et de l'investissement, peut orienter la monnaie, le crédit et l'investissement dans une visée de plein emploi. Deuxièmement, des politiques de redistribution qui vont viser la cohésion sociale. J'ai parlé du principal outil, sans doute le principal outil, qui est les cotisations sociales. Le deuxième grand outil de redistribution, c'est l'impôt progressif sur le revenu. Et puis le troisième levier de l'État social, c'est les politiques de concertation sociale, qui fait que la démocratie dans nos sociétés, ce n'est pas seulement le Parlement, les élections, le suffrage universel, qui est évidemment très important, mais c'est aussi la gestion paritaire de la sécurité sociale, c'est aussi les conventions collectives qui vont donner une forme démocratique au conflit qui est structurant dans notre société, qui est le conflit entre le capital et le travail. Et l'objectif de l'État social, je le répète à nouveau, c'est de démarchandiser, le terme n'est pas très joli, mais je pense qu'il dit bien ce qu'il veut dire, c'est de démarchandiser toutes les activités, toutes les ressources qui permettent une vie digne. Et il faut voir quand même le succès, en quelque sorte, historique de cela. Encore aujourd'hui, malgré le néolibéralisme, on constate que 40% du PIB est socialisé, arraché à une pure logique marchande. Alors évidemment, dans ces 40%, il y a du marchand qui revient. Il y a, à travers l'armée, vous avez toute l'industrie de l'armement, vous avez les firmes pharmaceutiques, évidemment, avec les médicaments, etc., etc. Il y a beaucoup de marchands dans les 40%, mais ces 40%, l'État a la maîtrise de ces 40%. Il n'est pas vrai que l'État ne peut rien faire parce qu'il est dominé par les marchés. Il y a encore 40% du PIB qui est directement ou indirectement géré par, socialisé, et donc qui passe par les mains de l'État. 40%, si on additionne les retraites, 12% du PIB, la santé 10%, l'éducation 8%, les autres aides sociales telles que chômage, etc., 5%, et les autres services publics, 5%. Et l'objectif de ce pacte social et de l'État social, c'est de donner aux citoyens les supports d'existence qui lui permettent de se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que concrètement, le pacte social pour les citoyens, c'est de pouvoir se dire demain sera meilleur. On sait que la vie des travailleurs, notamment des ouvriers, était très dure dans les années 1950 et 1960, mais le travailleur pouvait avoir raisonnablement l'espoir que ses enfants vivraient mieux que lui et qu'il vivrait mieux disant qu'il ne vivait à un moment donné. Et c'est, je crois, cette promesse qui n'est plus tenue aujourd'hui, et selon moi, qui explique en partie le succès de l'extrême droite, qui explique la délégitimation des institutions, que les gens ne croient plus dans l'État et ne croient plus dans les institutions. C'est tout simplement parce que cette promesse élémentaire, demain sera meilleur, que cette promesse n'est plus tenue. Et le deuxième point qui est important, parce qu'à un moment donné, je parlerai vraiment 2 minutes de l'allocation universelle, c'est que l'État social, c'est plus qu'un filet de protection minimale, hein, pour les plus démunis. Parce que ça, c'est la logique assistentielle, c'est la logique des CPAS, qui sont évidemment très, très nécessaires, mais qui, si l'État social était bien fait, ne devraient pas exister, les CPAS, ou devraient tout à fait résiduels. L'État social, c'est une couverture universelle des risques sociaux. C'est une logique qui est une logique assurantielle et non pas une logique d'assistance. C'est une logique d'assurance et non pas une logique d'assistance. Un dernier point avant de venir au néolibéralisme, c'est qu'il faut bien voir que l'État social, et notamment la sécurité sociale, et en particulier les soins de santé, ne sont pas seulement plus justes,
c'est aussi tout simplement plus efficace et plus économique sur le plan de la rationalité sociale et économique. Si on compare les soins de santé aux États-Unis avec les soins de santé en Belgique ou en France, qui sont un peu équivalents, vous voyez ici sur ce graphique que, tout le monde le sait, les soins de santé aux États-Unis couvrent beaucoup moins bien la population. On le voit aujourd'hui avec le Covid-19. Les soins de santé, la couverture en soins de santé aux États-Unis est une des moins bonnes de l'OCDE. C'est à peine meilleur qu'au Mexique. Donc, la population est très mal couverte, en tout cas les classes populaires et même les classes moyennes. Et comme vous voyez, aux États-Unis, les soins de santé coûtent beaucoup plus cher, plus de 16% du PIB contre 10, 11, 12% en France. Et on voit la différence. La différence, c'est la part privée que prend des coûts de soins de santé. Vous voyez qu'ici, aux États-Unis, la part privée est équivalente à la part publique. C'est quoi cette part privée? Eh bien, c'est qu'aux États-Unis, les soins de santé sont organisés par des assurances privées, par des hôpitaux à but lucratif, etc. Et évidemment, il faut verser des dividendes à tout ce petit monde. Et donc, c'est ce qui fait que la facture explose aux États-Unis. Et comme en plus, elle couvre très mal la population, l'État américain est obligé finalement de donner la même chose que ce qu'il donne en Belgique et en France. Donc ici, on voit le caractère irrationnel, en quelque sorte, le caractère inefficace du modèle libéral de soins de santé et le caractère beaucoup plus efficace, beaucoup plus rationnel de notre système de soins de santé et d'une manière générale de couverture de sécurité sociale. Donc ceci montre bien la rationalité, l'efficience de la sécurité sociale. Et quand on dit que c'est quelque chose qui coûte cher, qui est mal géré, où il y a etc., c'est tout simplement faux. Il suffit de montrer ce slide-ci. Donc, contre-révolution néolibérale à partir du début des années 80, qui vient du monde anglo-saxon de Margaret Thatcher et Ronald Reagan, symbolisée en Belgique par le gouvernement Martens-Gaulle, mais la contre-révolution néolibérale, elle va s'imposer en quelque sorte à tout le monde comme un rouleau compresseur. Et il faut bien comprendre que cette contre-révolution néolibérale, elle va s'attaquer de façon systématique aux trois leviers politiques de l'État social et aux trois piliers du même État social. Les politiques de régulation vont être remplacées par des politiques de dérégulation. Le mot n'est peut-être pas exact, plus exactement, le flottement des monnaies fait que, et la dérégulation va faire qu'en fait, on va transférer au marché, aux banques, la régulation de la monnaie, du crédit et de l'investissement. Les politiques de redistribution, je n'ai pas le temps d'expliquer cela, mais les travaux notamment de Thomas Piketty le montrent bien, le néolibéralisme, c'est une véritable révolution fiscale. C'est une véritable révolution fiscale favorable au capital, baisse de la fiscalité sur les hauts revenus, abaissement des tranches supérieures du revenu, baisse très forte des bénéfices des sociétés. Quand on baisse les cotisations sociales, c'est à nouveau un cadeau en quelque sorte qui est fait directement au capital. Et l'impôt ne va pas baisser en réalité, l'impôt sur le travail va rester très important et l'impôt sur la consommation va lui être augmenté. Donc, c'est un véritable basculement en faveur du capital et du patrimoine que le néolibéralisme. Et puis, les politiques de concertation sociale qui vont être affaiblies, à la fois par en haut et par en bas. C'est-à-dire, par en haut, vous avez les gouvernements, l'Europe, gouvernement à travers, par exemple, la loi de compétitivité qui va brimer la concertation sociale. Évidemment, toutes sortes de directives européennes qui vont dans ce sens, au nom de la compétitivité, qui va donc affaiblir la concertation sociale. Et puis par en bas, toute une série de dispositions où on va favoriser les accords par entreprise, voire le contrat de travail individuel. Et on sait qu'il est dans ce rapport de force est très souvent défavorable à l'employé. Alors, ceci est très important parce que je viens maintenant à la situation actuelle. Et donc, on salue l'arrivée de Jean-Pascal, voilà, comme je vous l'avais promis.
Jean-Pascal, je suis en train de terminer, c'est parfait, je suis en train de terminer, tu vois, la deuxième partie sur le néolibéralisme, et comme ça, je te donnerai la parole et tu pourras dire tout ce que tu penses du gouvernement Michel et Wilmès. Donc, deux périodes dans le néolibéralisme et qui expliquent aussi peut-être notre histoire à nous, socialistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les décennies 1990 et 2000, le néolibéralisme a encore dû, pour tout simplement se légitimer auprès de la population, passer un compromis avec l'État social et avec les forces politiques qui soutenaient l'État social, c'est-à-dire les forces socialistes et social-démocrates. Et le deal, plus ou moins explicite, c'était le suivant, c'est que le néolibéralisme, pendant ces décennies, ne s'est pas trop attaqué à la sécurité sociale. La sécurité sociale, pension, chômage et soins de santé, a été relativement préservée. Par contre, le néolibéralisme a pu s'attaquer avec beaucoup de violence aux services publics qui ont été privatisés et au droit du travail qui a été dérégulé. Et c'est ce qui explique le fait que le pilier central, la sécurité sociale, était relativement préservé. C'est ce qui explique que les partis socialistes ou sociodémocrates, un peu partout en Europe, ont pu, pendant ces 2 décennies, occuper le pouvoir en alternance ou en coalition avec les forces néolibérales, que l'on songe en Belgique aux 2 gouvernements Verhofstadt, par exemple. Donc, nous avions encore, nous socialistes et sociodémocrates, en quelque sorte une place qui est évidemment celle d'une guerre de position. Enfin, on sait que beaucoup de sociodémocrates se sont aussi un petit peu laissés séduire par les idées néolibérales, hein, c'est la 3e voie de Tony Blair et autres. Enfin, toujours est-il que les forces social-démocrates avaient encore leur place parce qu'il y avait encore quelque chose comme un compromis autour de l'État social. À partir de la crise de la dette privée, suivie de la crise de la dette publique en 2008, 2011, 2015, on a une fuite en avant du néolibéralisme. Le néolibéralisme, au lieu de se réguler, de se freiner, part dans une fuite en avant. Et pour garder des taux de profit de 5, 6, 7% par an, alors que la croissance n'est que de 0,5, 1%, 2% grand maximum, il doit maintenant attaquer et cibler le cœur de l'État social, c'est-à-dire la sécurité sociale. Et à nouveau, si on regarde un pays comme la France, la Belgique et d'autres sans doute, on voit que maintenant, ce qui est attaqué, c'est les pensions, c'est les soins de santé, ce sont les allocations de chômage, c'est-à-dire vraiment le cœur même de la sécurité sociale. Et ici, Jean-Pascal va maintenant développer cela. La dégressivité des allocations de chômage, on va me dire, ah oui, mais ça, c'est le gouvernement Di Rupo. 2 remarques. Un, on sait bien que c'est sur pression de l'OPNVLD que cette mesure a été prise, et nous devons peut-être tirer les conclusions de cette concession que nous avons faite à l'époque, et de bien se dire que quand nous faisons des concessions sur le cœur de l'État social, c'est-à-dire la sécurité sociale, nous le payons très très cher en termes politiques. Et donc la conclusion, et je vais céder la parole à Jean-Pascal, notre conclusion, c'est qu'il n'y a plus de pacte social, hein, il n'y a plus de pacte social, et que cette attaque sur la sécurité sociale, elle ne peut se faire qu'avec des formes de gouvernement, des formes de gouvernementalité sécuritaire et identitaire. Il faut bien voir que les attaques sur l'État social d'un côté et le discours xénophobe sur les migrations, c'est les 2 faces d'une médaille, hein, que c'est d'une même politique où on se débarrasse du fardeau de la solidarité et où on construit une forteresse contre tous les autres. Et c'est dans ce momentum que nous nous trouvons aujourd'hui, et il faut bien prendre conscience de cela, que nous sommes à un moment de bifurcation où on doit hélas faire le constat qu'il n'y a plus de pacte social, parce que tout simplement le néolibéralisme part dans une fuite en avant. Et je suis bien heureux maintenant de céder la parole à Jean-Pascal. Voilà, bonjour à tout le monde. Bonjour Johan. Vraiment désolé, mais le temps de rentrer, parce que se connecter sur la route, c'est pas facile. Donc voilà, je suis bien content d'avoir pu vous rejoindre. Donc, après ce qu'Édouard vient de vous expliquer, quelques mots sur le bilan de cette dernière législature et de ce gouvernement Michel de Bloch Wilmès.
Ça a d'abord été un objectif clair, politique clair, c'était liquider le pacte social avec une cible, la sécurité sociale. Souvenons-nous des grandes manifestations fin 2014, début 2015, où finalement on n'a rien obtenu. En tout cas, ce gouvernement est resté aveugle et sourd à toute revendication. Et puis, il a enclenché un certain nombre de mesures, je ne les ai pas toutes reprises, mais le tax shift, on a donc réduit les cotisations sociales, 32,5% à 25%. C'est 1 milliard de recettes en moins pour la sécurité sociale. On met fin à la dotation d'équilibre, donc ça avait été mis en place par Loreton Collings pour remettre à zéro, rééquilibrer les comptes de la sécurité sociale. À l'horizon 2021, ce sera 3 milliards. Et là, objectivement, c'est un dossier qui est pendant depuis de trop nombreuses années. Il y a une masse salariale non assujettie en Belgique. On est quasi champion du monde pour cela, qui pourrait rapporter quasi 2,5 milliards, voire même un peu plus, à la sécurité sociale. Vous avez la liste sur le slide suivant. Alors, il y a bien sûr les voitures de société, il y a les chèques repas, il y a, vous voyez un peu toute la somme d'avantages extralégaux qui sont là. Sur les voitures de société, je pense qu'il est grand temps aujourd'hui d'agir. On a vécu dans un monde qui les tolérait, qui les permettait, voilà. On est plus passé aujourd'hui de voitures de société à voitures salaires. Donc, on donne une voiture pour ne pas payer les cotisations sociales liées à un salaire. Moi, je dois vous dire que c'est un dossier auquel je vais m'attaquer dans mon institution, celle que je dirige, c'est-à-dire Solidaris, où là, on va prendre des mesures importantes en la matière parce que je pense qu'il est nécessaire de prendre ces mesures dans ce nouveau monde par équité liée à l'environnement et au financement de la sécurité sociale. Donc, les attaques ont eu lieu sur les 3 piliers qu'Édouard a évoqués tout à l'heure. L'assurance chômage, on a renforcé sous cette législature les mesures de dégressivité des allocations et c'est des milliers de travailleurs qui vont basculer du système assurantiel vers le système assistentiel, c'est-à-dire les CPAS. Et on va voir aujourd'hui que les CPAS sont aussi submergés de demandes liées à la crise Covid. Les pensions, c'est le recul de l'âge légal à 67 ans avec une réforme autoritaire et bâclée. Et je vais vous dire la même chose que ce que j'ai dit lors des autres présentations, avec probablement le plus mauvais ministre des pensions qu'on ait jamais eu. Plus dogmatique que ça, tu meurs, comme on dit. Et puis, en maladie et invalidité, une norme de croissance qui est passée à 1,5% alors qu'elle l'a été par le passé de 3%, voire même de 4,5% à un moment donné. On sait en réalité que les dépenses de soins de santé augmentent de pratiquement 3% par an. Donc, il ne faut pas être grand mathématicien pour comprendre que quand votre budget augmente de 1,5% et que vos dépenses augmentent de presque 3%, il y a un véritable problème structurel et donc les économies qui ont dû être réalisées sous cette législature, n'en déplaise à Madame de Bloch, c'est plus de 2 milliards d'euros, avec des économies directes sur les remboursements, notamment un certain nombre de médicaments, l'économie sur le budget des hôpitaux, presque 200 millions d'euros, et par contre un cadeau manifeste octroyé par Madame de Bloch à l'industrie pharmaceutique, à l'industrie, c'est pas à la distribution bien sûr, à l'industrie pharmaceutique, puisque l'industrie a dépassé sous cette législature son budget de plus de 800 millions d'euros et qu'elle n'a pas dû rembourser, alors que tous les autres secteurs, eux, sont à l'équilibre, en tout cas ont respecté les prescrits budgétaires. Donc là, c'est un véritable scandale de ce cadeau de Bloch. En soins de santé, qu'est-ce que ça a donné? Une augmentation des prestataires non conventionnés. Quand vous allez chez le médecin et qu'il est conventionné, il doit respecter un tarif, vous lui payez ce qui lui revient et vous êtes remboursé d'une partie par votre mutualité, la différence étant le ticket modérateur. Mais quand vous allez chez un prestataire non conventionné, il peut vous réclamer le prix qu'il souhaite, et généralement, bien sûr, plus élevé que lorsqu'il est conventionné. On a également augmenté les suppléments d'honoraires à l'hôpital, en ambulatoire aussi, mais on s'est focalisé sur l'hôpital. À l'hôpital, c'est 900 millions d'euros sous cette législature qui ont été facturés aux patients. C'est bien simple, les suppléments d'honoraires sous cette législature ont augmenté 2,5 fois plus vite que les remboursements de l'assurance maladie. Donc, c'est vraiment, là aussi, un véritable problème. Et puis, en incapacité de travail, c'est-à-dire pour les personnes qui, malheureusement, tombent malades et
qui touchent une indemnité d'incapacité de travail. Là, on a eu une approche réellement répressive et comptable. Ces malades sont des fainéants, il faut les remettre au travail et en plus, on va les remettre au travail et s'ils ne veulent pas, on va diminuer leur indemnité alors que ce sont des gens qui, puisqu'ils sont malades, consomment déjà beaucoup plus de soins. Donc, on a des soins de santé qui ont été moins accessibles. Heureusement, ce qu'ont construit nos prédécesseurs, j'irais même jusqu'à dire nos ancêtres, on a un système de santé qui a résisté, mais qui a été largement attaqué. On a une sécurité tarifaire qui est fragilisée. On a beaucoup de difficultés aujourd'hui à faire des accords avec les prestataires, puisqu'il n'y a rien sur la table, avec les médecins, avec les dentistes. On a quasi un dentiste sur deux qui n'est plus conventionné, 40% en moyenne, mais 50% dans le Brabant wallon, par exemple, et une multiplication de contrôles inutiles. Donc, on a une concertation qui a été totalement bafouée et un système de soins de santé donc, qui s'est dangereusement dégradé et il est temps de mettre fin à ces attaques sur ce système. Par rapport à la crise que nous venons de vivre, la crise Covid, à court terme, vous l'avez entendu comme moi, nous avons eu le retour de l'État social par un gouvernement néolibéral. Mais cette période que j'appelle la période Dalida, vous connaissez la chanson de Dalida, paroles et paroles et paroles, ça n'a pas duré longtemps. Et donc, on entend déjà aujourd'hui la FEB, on entend déjà aujourd'hui cet ineffable ministre du budget, Clarinval, on entend déjà évidemment Boucher dire que tout ça, ça coûte encore trop cher et qu'il va falloir faire des économies, ou le gouverneur de la Banque nationale d'ailleurs. Et donc, pourtant, la sécurité sociale a montré tous les jours de cette crise, et elle le montre encore aujourd'hui, son efficacité. On a eu un système de soins de santé. Grâce à quel système? Mais aussi grâce à toutes les travailleuses et les travailleurs à l'hôpital, au domicile, dans les maisons de repos qui ont beaucoup souffert ou dans les institutions plus spécialisées. C'est grâce à toutes ces personnes que notre système de soins de santé a été performant et réactif et a permis bon nombre de décès, même s'il y en a eu, on le sait, beaucoup trop. Et puis, on a des institutions de sécurité sociale qui, quoi qu'on en dise, on les a ringardisées, c'est le siècle passé, ça ne sert plus à rien. Elles ont été là et on s'est tourné vers elles et elles ont répondu présentes. Et elles ont notamment mis en place des procédures administratives simplifiées en matière de chômage partiel. À moyen terme, et on le voit déjà aujourd'hui, on redonne déjà la priorité aux employeurs et aux possédants. On fragilise les droits des travailleurs et on a une approche entrepreneuriale et technocratique du déconfinement et de la reprise. C'est ce qu'on sait, par exemple, que dans les groupes qui conseillent le gouvernement, au moment où on a remis les gens au travail, aucun service de médecine du travail ne figurait dans ces groupes. Aucune structure sociale. On s'est bien occupé du sanitaire. En tout cas, on a mis ce qu'on pouvait mettre sur la table avec tous les problèmes qui ont été évoqués, j'imagine déjà un peu par Édouard, les tests, les masques, le matériel de protection, ça a été vraiment kafkaïen et on est loin encore d'être sorti de cela. Il faudra en tirer bien sûr toutes les leçons. Mais en plus, on s'est dit maintenant, c'est l'économique qui doit reprendre. Et on a oublié tout ce qui était matière sociale. Il faudra évidemment s'en souvenir à un moment donné. Et puis, pour terminer, cette crise sanitaire, elle a provoqué et elle provoquera encore plusieurs vagues. On a eu une première vague. C'était les morts immédiates. Nous sommes en mars, en avril, et malheureusement encore maintenant. La deuxième vague, qui est presque concomitante, c'est celle du manque de ressources. C'est ce que je viens d'évoquer. Les tests tout d'abord, les masques, ceux qu'on détruit, ceux qu'on achète qui ne sont pas bons, le matériel de protection. Et j'espère qu'on ne connaîtra pas un tel problème, un tel chaos avec les vaccins. Et puis, il y a deux vagues qui arrivent maintenant. La troisième vague, c'est tous ces gens qui sont des malades chroniques, c'est-à-dire qui consomment beaucoup de soins parce que leur santé n'est pas optimale, qui ne sont pas allés à l'hôpital, soit par peur, soit par manque d'accès, et qui donc ont reporté leurs soins, et qui, lorsqu'ils se rendent à l'hôpital maintenant, y arrivent dans un état dégradé. Ça, ces gens-là, ça va coûter beaucoup plus cher à la sécurité sociale, mais ça va aussi beaucoup coûter plus cher à ces mêmes personnes. Et puis, il y a la quatrième vague, qui est une vague que je qualifierais d'invisible, c'est-à-dire toutes ces dépressions, ces burn-out. Et je donne demain un entretien à la Libre Belgique avec des prestataires spécialisés notamment dans cette matière. Cet entretien paraîtra vendredi dans la Libre Belgique, où on va dénoncer cela. Parce que toutes ces dépressions, tous ces burn-out vont être terribles
et quelle que soit la catégorie d'âge. Malheureusement, ça va encore plus toucher les femmes, ça touche un certain nombre de jeunes et ça touche un certain nombre de personnes âgées. Donc, ces 4 vagues-là résument bien ce qu'a été la crise Covid en termes d'impact. Elle ne reprend pas tout, mais c'est vraiment les 4 éléments essentiels que nous voulions évoquer. Je repasse alors la parole à Édouard pour les enjeux et les perspectives en matière de sécurité sociale. Voilà. Donc, vous voyez que ce qui maintenant a été bien documenté par Jean-Pascal sur la politique des derniers gouvernements. Et il faut sans doute faire ce constat. Il est amer, il est un peu triste, il est peut-être un peu pessimiste, mais je pense qu'il est tout simplement réaliste. C'est qu'il n'y a plus de pacte social. Rappelons-nous, le pacte social en 1944, il y avait un défi collectif, reconstruire l'Europe, et il y avait un patronat qui était capable de compromis et qui avait intérêt à un compromis. Eh bien, on peut dire que ces deux conditions un peu objectives ne sont plus réunies aujourd'hui, mais aussi nous devons tirer de toute cette séquence qui a commencé avec les décennies 1980 qu'il n'y a pas de néolibéralisme à visage humain, qu'il ne faut pas croire qu'il y ait quelque chose comme une troisième voie et d'un néolibéralisme qui soit humain et qui soit juste. Moi, j'ai deux convictions sur les années, peut-être les décennies. D'une part, et ceci montre qu'il faut se défaire sans doute peut-être à la fois d'illusions et de schémas tout faits. Je pense qu'il n'y aura pas de restauration néolibérale. C'est-à-dire le libéralisme qui a commencé dans les décennies 1980, il ne va pas pouvoir, suite à cette crise du Covid, déjà la crise de 2008, il ne va pas pouvoir continuer comme il a fonctionné depuis les décennies 1980. Ne fût-ce que pour deux raisons. D'une part, on le voit, c'est la colère des classes populaires. Souvenons-nous, les Gilets jaunes, c'était déjà presque il y a longtemps, alors que c'était il y a quelques mois seulement. Et puis deuxièmement, parce que le système néolibéral est en voie d'autodestruction. Il est en voie d'autodestruction économique et tout simplement écologique. La crise que nous venons de vivre, et qui n'est sûrement pas la dernière, vient de le prouver. Nous ne pensons pas non plus qu'il y aura une résurrection de la social-démocratie d'avant, de la social-démocratie de 1945 à 1980. À nouveau, pour deux raisons objectives, qui sont en quelque sorte en miroir des autres. Tout simplement parce que si on veut, imaginons un parti social-démocrate qui a le pouvoir dans un pays même relativement important, il y aura le boycott des possédants et du patronat qui n'a pas intérêt aujourd'hui à un compromis. Et puis, il y a aussi une raison objective, il y a moins de gains de productivité, peut-être même plus de gains de productivité, qui permet une redistribution. Quand vous avez 6-7% de croissance par an, vous pouvez en donner 3 aux actionnaires et 3 aux ouvriers, vous pouvez évidemment faire la paix sociale. Nous savons que nous ne sommes plus dans ces gains de productivité et on a envie de dire heureusement parce qu'on sait aussi que cette productivité aujourd'hui est une mauvaise productivité pour le climat et pour l'environnement. Il n'y a pas de néolibéralisme à visage humain. Et donc, pour rester hégémonique, le néolibéralisme devient post-démocratique. C'est ce que je disais en disant une gouvernementalité sécuritaire et identitaire. S'il veut redevenir hégémonique, le socialisme doit se réinventer. Et c'est là où nous avons, selon moi, deux scénarios possibles, deux grands scénarios possibles. Soit le néolibéralisme parvient à rester hégémonique. Eh bien, il devra le faire par un scénario populiste, césariste, peut-être même tout simplement extrémiste, c'est-à-dire un capitalisme autoritaire. C'est la voie de Trump, c'est la voie de Bolsonaro, d'Orban et d'autres. Et ce capitalisme autoritaire, il repose sur quoi? Sur une alliance des possédants et quand même, parce qu'il faut quand même un minimum de base électorale, des éléments de la classe moyenne, mais d'une classe moyenne qui est consumériste, qui veut continuer à consommer comme avant et sans aucune remise en question de ces schémas, mais aussi une classe moyenne patriarcale et xénophobe. En gros, l'électorat de Trump. Mais ça suffit à faire un président et ça suffit à faire mener une politique. La social-démocratie, si elle veut, ou le socialisme, s'il veut redevenir
hégémonique doit se réinventer, et ça, c'est le scénario qui reste à élaborer, qui est le scénario éco-socialiste, c'est-à-dire d'une économie mixte. L'économie lucrative et de marché doit continuer à avoir sa place, mais qui soit une économie aussi où les services publics retrouvent toute leur place, où l'économie sociale et solidaire est davantage développée, et qui soit une économie post-productiviste. Il ne s'agit pas de ne plus produire, mais il s'agit de produire davantage de choses utiles selon la valeur d'utilité des choses et non pas une stricte valeur d'échange et de profit. Et là, l'alliance possible, c'est une alliance de l'État avec un large front populaire. Alors ici, on s'éloignerait trop, mais enfin, faisons très rapidement une cartographie des luttes. Est-ce que le socialisme est aujourd'hui capable d'être le moteur d'une convergence de luttes que nous voyons aujourd'hui se développer un peu partout dans le monde, et des luttes qui ont deux caractéristiques: elles se radicalisent et elles sont en quelque sorte éclatées. Elles ne convergent pas ensemble. Et nous sommes persuadés que la sécurité sociale, l'État social, la protection sociale, la question des soins, eh bien, est peut-être ce qui permettra de fédérer ces différentes luttes, que sont d'une part les luttes sociales, disons les gilets jaunes, pour l'emploi, pour ce que Christine Mailly, qui dirige donc le réseau, qui anime le réseau de lutte contre la pauvreté, appelle le droit à l'aisance. Les luttes environnementales, on se rappelle des mouvements des jeunes, mais maintenant de rébellion d'extinction, les luttes féministes, notamment la grève des femmes du 8 mars, et les luttes que je vais appeler décoloniales, antiracistes. Nous y sommes en plein aujourd'hui aux États-Unis avec les manifestations actuelles. Vous voyez, ces luttes, elles se radicalisent aujourd'hui, mais elles sont éclatées, c'est-à-dire les luttes sociales ne rejoignent pas les luttes féministes, qui ne rejoignent pas les luttes décoloniales, qui ne rejoignent pas les luttes environnementales. Comment est-ce que nous pouvons fédérer tout cela? Peut-être que la première chose, Jean-Pascal y reviendra sans doute dans les conclusions, nous devons être beaucoup plus proches de ces mouvements sociaux qui se développent aujourd'hui en dehors des partis. Mais surtout, il y a quelque chose qui peut les fédérer. Et ce qui peut les fédérer, c'est la question de la santé et des soins. Parce que la question de la soutenabilité est là aussi la question du respect de tout être humain, quelle que soit sa couleur de peau et son origine. Ça fait également partie de cela. Et moi, je suis persuadé que la santé et les soins seront l'enjeu politique central du XXIe siècle, comme le travail et le salariat ont été l'enjeu politique central du XXe siècle. Ça ne veut pas dire que le travail et le salariat ne restent pas des questions importantes, mais l'enjeu politique central sera celui-là. Au XXe siècle, le capitalisme a été envisagé, critiqué, évidemment, à juste titre, sous l'angle du travail, comme un mécanisme d'exploitation. Et contre ce mécanisme d'exploitation, on a développé des instruments de redistribution. Disons que c'est une vision de Karl Marx. On voit bien qu'aujourd'hui, ce qui fait débat, ce qui est le débat central, c'est la question de la santé. Et on voit bien que aujourd'hui, la critique du capitalisme, c'est parce que le capitalisme détruit. Il détruit la nature, il détruit nos corps, il détruit nos psychismes. Jean-Pascal a parlé des burn-out et de tous les problèmes psychologiques que notre société. Et donc, notre société, elle a besoin de soins, elle a besoin de protection. C'est une perspective qui est peut-être un peu moins marxiste, même si je pourrais montrer que Marx avait parfaitement vu le caractère destructeur du capitalisme, mais c'est une vision qui est peut-être plus influencée par l'autre Karl, comme on l'appelle, Karl Polanyi, qui est l'autre grande critique du capitalisme. Je pense qu'on peut parfaitement réconcilier ces deux critiques au demeurant, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État social est plus actuel que jamais, mais c'est vrai que les enjeux, en quelque sorte, changent. Le centre de gravité des luttes est en train de changer. Un petit focus sur la question de l'allocation universelle ou du revenu de base, qui revient constamment et qui revient évidemment beaucoup avec la crise ici que nous vivons et qui va sans doute beaucoup vivre. Alors simplement deux balises. Il faut d'abord très fortement se méfier de l'allocation universelle. Quand vous voyez que l'allocation universelle, elle est défendue avec quand même
beaucoup de force et de vigueur par quelqu'un comme Georges-Louis Boucher, il faut se dire qu'il y a quand même anguille sous roche. Hein, bon. Et il faut se rappeler historiquement que les premières propositions d'allocation universelle, elles viennent de Milton Friedman, c'est-à-dire du père du néolibéralisme. C'est quoi? Mais pourquoi est-ce que les libéraux veulent bien l'allocation universelle? Et c'est parce que l'allocation universelle, c'est de donner de l'argent aux gens pour aller sur le marché. C'est-à-dire que c'est une solution de marchandisation. On donne de l'argent, que ce soit 400, 800 euros ou 1200 euros, pour aller sur le marché. Et donc, dans l'idée évidemment de gens comme Boucher ou Friedman, il s'agit de remplacer un certain nombre de protections sociales, voire toutes les protections sociales, par une allocation universelle, et avec comme effet de dualiser la société entre ceux qui devront se contenter de ça et les autres qui devront travailler énormément et qui gagneront d'ailleurs peut-être énormément. Donc cette allocation universelle, nous ne devons absolument pas en vouloir. Maintenant, il faut, et donc, lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui défend l'allocation universelle, demandez-lui toujours comment il finance. Et comment il finance, et à la place de quoi l'allocation universelle? Alors, s'il commence à vous dire que c'est l'allocation universelle à la place des soins de santé, à la place des pensions, à la place des services publics, évidemment, nous devons, nous, socialistes, être tout à fait contre cette vision de l'allocation et du revenu de base. Si maintenant, il s'agit de dire qu'il faut un complément aux institutions d'État social, qu'il faut prévoir un revenu garanti qui soit au-dessus du seuil de pauvreté, c'est-à-dire d'améliorer le système assistentiel actuel des CPAS, alors c'est tout à fait acceptable. Évidemment, on peut commencer à discuter. Si c'est pour individualiser les droits, pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure universalisation des droits, on peut aller dans la discussion. Donc ici, ce slide, c'est vraiment pour baliser. Et pour nous, socialistes, faisons bien attention, ne partons pas dans des solutions telles que revenu universel, allocation universelle. Gardons bien comme élément principal la sécurité sociale. Et une fois que l'on a dit ça, eh bien, on peut discuter de quelque chose comme un revenu garanti, pourquoi pas. Mais donc, allocation universelle, mais dans les institutions d'État social. 2 points sur les niveaux de pouvoir, en quelque sorte. Pour faire le focus sur deux enjeux, je ne fais que les dire. Un, c'est une 7e réforme de l'État. Il en est beaucoup question encore ces derniers jours du côté flamand. Alors ici, deux choses. Un, c'est de se dire que la 6e réforme de l'État n'est pas encore digérée. On parle déjà d'une 7e réforme de l'État, alors que la 6e réforme de l'État n'est pas encore complètement digérée. Et deuxièmement, c'est avant de se lancer dans une 7e réforme de l'État, essayons de tirer les leçons de la gestion du Covid-19 et de tout ce qui n'a pas été, notamment parce que les compétences étaient éclatées. Moi, je ne dis pas qu'il faut refédéraliser, je ne dis même pas ça, mais tirons les leçons, en tout cas, de la gestion du Covid-19. Maintenant, si il y a des discussions sur une 7e réforme de l'État et une demande des Flamands, je pense que nous, les Wallons, on ne doit pas faire avec une 7e réforme de l'État comme on a trop souvent fait, c'est-à-dire dire on n'est pas demandeur, donc on ne s'en occupe pas, donc on ne balise pas, et puis on se retrouve au dernier moment à la table des négociations à devoir, dans la précipitation, faire un certain nombre de concessions. Donc je pense qu'il vaut mieux se préparer à une 7e réforme de l'État. On verra bien, on n'est pas demandeur, mais de se préparer. Et avec deux grandes balises, concernant, parce que si y a une 7e réforme de l'État, elle touchera la sécurité sociale et en particulier les soins de santé, puisque c'est ça la revendication d'un certain nombre de partis flamands. Ces deux balises. Un, c'est le maintien de la solidarité interpersonnelle au niveau fédéral. Il faut que si on est chômeur, si on est malade, si on est pensionné, on a le droit à la même solidarité que l'on soit au nord, au centre ou au sud du pays. Donc ça, c'est un élément de base. Donc il faut évidemment garder le socle de solidarité au niveau fédéral. Maintenant, on peut très bien envisager que les régions soient compétentes pour l'organisation des réseaux de soins. C'est d'ailleurs déjà en partie le cas. Les hôpitaux, le remboursement par les mutuelles, etc. L'organisation d'une manière générale des réseaux de soins. Ça supposerait peut-être de régionaliser une partie de la concertation sociale et de la sécurité sociale. Ça, on peut éventuellement en discuter si cela va dans l'intérêt de la population.
Voilà, ça c'est la balise concernant la Belgique. Et je termine avec la deuxième balise concernant l'Europe. Évidemment que nous devons aller vers, et là l'Europe est vraiment une croisée des chemins, hein, ou bien l'Europe se redonne un projet social en 1944. L'Europe avait permis l'Europe sociale. Hein. L'Europe avait permis aux États de développer des politiques sociales à partir de 1980. C'est l'Europe qui a défait tout cela. L'Europe est aujourd'hui une Europe néolibérale. Donc, à moyen terme, évidemment, soutenir le pacte vert pour l'Europe, soutenir évidemment la solidarité avec les pays du Sud. Il y a un énorme dossier qui est de lutter contre le dumping social, notamment entre les travailleurs au niveau européen, la fraude fiscale et sociale également qui n'est pas suffisamment prise en compte au niveau européen. Et puis à long terme, dans l'état actuel des choses, c'est presque en rêver d'un traité de convergence sociale, une harmonisation par le haut des modèles sociaux qui sont différents aujourd'hui dans les pays anglo-saxons, scandinaves ou continentaux ou méditerranéens, et solidairement à cela, un traité de convergence fiscale. Quelqu'un comme Thomas Piketty fait des propositions intéressantes de ce point de vue-là, et peut-être ici qu'on pourrait commencer par l'impôt sur le bénéfice des sociétés, qui n'a cessé de baisser au niveau européen par le dumping fiscal, et on pourrait, avec quelques points d'impôt sur le bénéfice des sociétés, retrouver des marges de manœuvre pour mener des politiques sociales et environnementales. Voilà. Alors simplement pour vous dire que cela, Solidaris, on y travaille. On avait rédigé un manifeste pour un nouveau pacte social et écologique en 2019. Nous avons réanimé le groupe Protection sociale qui avait rédigé ce manifeste, et nous travaillons maintenant, on se donne pour horizon ici octobre et puis 2021, de faire des propositions pour un nouveau pacte social et écologique. Mais pour faire un pacte, il faut faire des propositions, et puis bien être d'accord qu'actuellement, ce pacte n'existe pas en quelque sorte, et qu'il n'y a pas d'interlocuteurs pour le discuter. Nous ne sommes pas dans une situation où nous pouvons faire cela. Alors, ce que nous faisons avec le GPS, groupe Pacte Social, évidemment, il y a des tas d'autres initiatives aujourd'hui qui sont intéressantes. Il y a le plan SOFIA, il y a les académiques engagés, c'est Académique Carta, etc. Mais ce que nous disons, c'est que quels que soient ces plans et ces réflexions sur quelque chose comme un écosocialisme, il faut toujours que la sécurité sociale soit au centre, parce que sans sécurité sociale, on ne redéploiera pas de politique de justice sociale et de soutenabilité. Et je vais maintenant céder la parole une dernière fois, Jean-Pascal, pour les conclusions. Ton micro. Ton micro. Ton micro. Voilà. Excusez-moi. Donc, je dis c'est beaucoup de matière, mais je pense que c'est utile de refaire le point sur l'ensemble de ce dossier sécurité sociale. Quel rapport de force avons-nous aujourd'hui? Édouard vient de le dire. Avec qui pourrions-nous faire un pacte social? Est-ce qu'on croit un instant que ces revendications, on pourra les rencontrer avec le MR ou avec la NVA? C'est une vraie question aujourd'hui. Donc, tous les scénarios politiques doivent être envisagés. Est-ce qu'on va au gouvernement? Et si on va au gouvernement, dans quelles conditions? Est-ce qu'on retourne à l'élection? Est-ce que nous allons dans l'opposition? C'est, je pense, une question existentielle pour le parti aujourd'hui, et ça a d'ailleurs fait l'objet de longs débats au bureau de lundi, et j'imagine bien que les prochains seront de la même teneur. Donc, il faut bien avouer qu'aujourd'hui, le rapport de force n'est pas favorable aux forces progressistes, que ce soit en Belgique ou en Europe. Il suffit de regarder les pays environnants. Et donc, ce que nous préconisons, en tout cas, c'est de fixer des lignes rouges. Et ces lignes rouges, pour nous, doivent porter au moins sur les 3 éléments qui figurent là. La sécurité sociale, refinancer le système par les cotisations, pas par l'impôt, ne jamais tomber, comme pour l'allocation universelle, dans le piège du financement par l'impôt. Il n'y a plus de concertation et l'État fera à ce moment-là ce qu'il veut. Le fait de le financer par les cotisations implique une concertation et un rôle pour les organisations syndicales.
une norme de croissance des soins de santé à 3%, je l'ai dit, et une réforme concertée et équitable des pensions. Toute la transition écologique, on a mis quelques exemples ici, mais il y a bien d'autres mesures qui devraient être prises sur ce plan-là. Et puis, bien sûr, la fiscalité, avec notamment la globalisation des revenus et un impôt sur la fortune. Je pense qu'on pourrait encore mettre d'autres lignes rouges sur le plan démocratique, quand on voit les atteintes à la démocratie aujourd'hui, et notamment la réforme de la justice. Mais en matière de culture et d'association, il y a certainement aussi des lignes rouges que nous aurions intérêt à mettre. En réalité, nos sociétés aujourd'hui sont plongées dans une crise systémique, qu'elle soit financière, économique, politique, sociale, environnementale. Je pense d'ailleurs qu'on n'est pas réellement dans une crise, on est dans une mutation, on est dans un changement de logique. Et c'est ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire avec la fondation que nous avons créée il y a quelques années, qui s'intitule « Ceci n'est pas une crise ». Son nom est bien illustratif et donc c'est probablement ce qui fait un peu peur aux gens, mais nous sommes devant un choix de civilisation. Quel monde souhaitons-nous léguer à nos enfants? C'est une véritable question. Soit on a cette fuite en avant néolibérale et sécuritaire, vous la voyez, Édouard l'a cité tout à l'heure, on l'a eu en Italie avec Salvini, on l'a en Hongrie, on l'a aux États-Unis, on l'a même en Grande-Bretagne, c'est sur ce chemin qu'ils se sont aujourd'hui engagés. Et pour pouvoir se maintenir, ils seront de plus en plus sécuritaires et ils attaqueront des choses qu'on considérait comme étant inattaquables. Soit on a les conditions pour créer un nouveau pacte social, écologique et démocratique. Et j'insiste pour dire que ces conditions sont à ce stade-ci pas réunies. Inutile de revenir sur l'actualité du moment. Et ce pacte social, écologique, économique et démocratique, nous sommes légitimes pour pouvoir le construire. Et donc, ce que nous disons, c'est qu'on a 3 lignes rouges aussi qui doivent être mises pour le prochain gouvernement. On doit être beaucoup plus offensif, plus ambitieux. Toutes les concessions, et Édouard l'a parfaitement bien montré, qui ont été faites par le passé, de bonne foi, par la gauche, qu'elle soit socialiste, social-démocrate ou autre, toutes ces concessions ont été reniées par la droite. À un moment donné, ils ont mangé leur parole, ils ont renié l'accord qu'ils avaient fait. Nous devons avoir plus de radicalité. Alors moi, ce n'est pas la radicalité qui consiste à attaquer ad hominem les gens. Une fois le bourgmestre de Mons, ancien ou nouveau, une fois le bourgmestre de Bruxelles, comme très dernièrement. Cette radicalité, elle se veut positive, en fixant des lignes rouges et plus de compromis mous. Je pense que c'est vraiment indispensable. Sinon, nous allons sombrer. Et je pense qu'il y a un troisième élément qui est fondamental. Si nous voulons un véritable rapport de force, nous devons pouvoir participer à la création d'un mouvement social large, issu de la société civile, large, puissant, transversal. L'unification de toutes les luttes, la convergence des luttes est un élément fondamental. Et c'est à cela que nous devons aujourd'hui travailler pour avoir ce rapport de force qui demain permettra justement d'autres politiques. Car en réalité, et contrairement à ce qu'on nous dit, l'État social n'est pas le problème. L'État social, c'est la solution à tous les défis qui sont devant nous. Je pense que si on arrive à articuler les éléments tels que nous venons de les évoquer, alors je pense qu'on a une possibilité de renverser le rapport de force. Est-ce que ce sera facile? Non. Est-ce que ce sera rapide? Non. Est-ce que c'est indispensable? Oui. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bien, c'est nous qui vous remercions, Jean-Pascal Lamy et Édouard Delruel, pour cette intervention. Finalement, cet exercice assez compliqué de résumer à la fois l'historique de la sécurité sociale et de lui donner des vertus prospectives. Donc, je vous remercie, c'était tout à fait passionnant. Et d'ailleurs, ça a déclenché pas mal de questions et de commentaires chez les internautes, les nombreux internautes qui nous suivent en direct. Ça en déclenchera sans doute aussi sur ceux qui nous suivront en replay, puisque la vidéo sera toujours disponible. Je vous pose d'abord une première. Je vais fonctionner par série de réactions pour regrouper un peu les thématiques. Il y en a
Plusieurs internautes vous remercient d'abord de vous prêter à cet exercice, mais s'étonnent qu'après 75 ans finalement d'existence, on soit encore obligé aujourd'hui de défendre et d'expliquer ce que c'est que la sécurité sociale et le système tel qu'il est construit. Et d'aucuns se demandent, je cite Baptiste par exemple, si on n'a pas à ce niveau-là perdu la bataille de la com avec la droite sur ce qu'est la sécurité sociale. Donc on va avoir une réaction peut-être là-dessus. Je vous cède la parole. Oui, oui, c'est parce qu'on avait dit qu'on prendrait… Vous voulez prendre plusieurs questions, plusieurs thématiques. Allons-y alors, je vais poursuivre. Donc la question de la communication. Sinon, oui. Comme Jean-Pascal et moi, on est très bavards, si on doit répondre à chacune des questions… Pas doublé. Très bien, alors je C'est surtout Édouard qui est bavard. C'est vrai, c'est vrai. J'ai moins le sens de la confusion. De nombreuses questions également de Jean-Luc, Fred et Frédéric, entre autres sur la question du financement. D'aucuns évidemment considèrent que le problème, le péché originel de la sécurité sociale, c'est son mode de financement. On évoque la question des taxations sur les transactions financières et sur la lutte contre la grande fraude fiscale et l'évasion fiscale. Fred, quant à lui, pose une question très précise, donc je vais vous la restituer en l'état. Ne faudrait-il pas accroître la part de solidarité interpersonnelle dans le financement de la Sécu en remplaçant l'intervention de l'État, par exemple la TVA, par une cotisation sociale généralisée intégrée à l'impôt des personnes physiques? Voilà une question précise. Et enfin, sur la question du financement, Frédéric Vieillevoix s'interroge, lui, il va encore plus loin et il propose que la sécurité sociale soit annexée au produit intérieur brut et elle devrait, puisque ce n'est pas le cas, figurer comme telle dans la Constitution. Donc ça, c'est sur le financement. Beaucoup de questions et des échanges de vues sur les revenus, le revenu universel, puisqu'effectivement, entre Milton Friedman et Benoît Hamon, l'écart est large. Certains se demandent malgré tout si ce n'est pas compatible avec une sécurité sociale forte, voire même compatible avec une pension unique, puisqu'il apparaît notamment à Benoît que le système de calcul des pensions actuelles lui paraît injuste. Hormis, dit-il, pour les fonctionnaires, les agents des services publics. Je poursuis sur des questions relatives. Alors, on était plutôt dans des questions macro. On vient sur une question plus concrète, notamment sur le rapport entre les soins de santé et la ruralité. Alors, la sécurité sociale est un sujet tellement vaste qu'on peut partir dans tous les sens. Donc, soins de santé et ruralité, puisqu'Hercel nous informe qu'on assiste aujourd'hui à une désertification des soins de santé de première ligne dans les zones rurales, idem pour les soins spécialisés. Quelle stratégie imaginez-vous pour assurer des soins de santé dans des zones rurales et éviter le modèle français où il faut faire plusieurs dizaines de kilomètres pour rencontrer un médecin? Je poursuis sur les offensives de la droite dans les années 80 qui se sont effectivement un peu tues ces derniers mois par la grâce d'une crise sanitaire. On a vu un certain GLB et d'autres annoncer un nouveau pacte social. Ça ne nous étonne évidemment pas qu'ils communiquent sur tout, mais des internautes s'interrogent sur le fait de savoir s'il s'agit là d'un écran de fumée ou d'une vraie opportunité pour nous, même si vous y avez déjà répondu entre les lignes, voire à peine entre les lignes, pour la gauche, de remettre ce sujet au centre du débat. Une question sur la concertation sociale. Édouard, vous avez parlé des 3 piliers de la Sécu en début d'intervention. Parmi eux, la concertation sociale. Cette concertation n'est-elle pas une chimère vu aujourd'hui les rapports de force qui animent les différentes parties? Et on voit que certaines parties sont d'ailleurs parfois fragilisées encore ces derniers jours par les autres. Donc, il y a vraiment cette question de la concertation sociale est-elle encore une voie d'avenir? Ne faut-il pas passer plutôt en mode plutôt combatif? De nombreuses questions sur la voie idéologique que vous avez tracée, celle de l'écosocialisme. Est-ce que le PS n'est-il pas finalement contraint à une forme de social-démocratie de compromis? En tout cas, c'est ce qu'il incarne aujourd'hui. Est-ce qu'on est encore en mesure aujourd'hui de rentrer en radicalité avec, par exemple, une droite flamande de plus en plus à droite et une droite wallonne qui suit la même courbe, malheureusement? Donc, est-ce que cette radicalité est possible dans l'appareil démocratique tel qu'il est organisé en Belgique? Et aussi des questions sur la question d'Isabelle, notamment sur la question de la convergence des luttes. Je vois d'autres questions qui arrivent. Je vous propose peut-être, j'ai là un panorama suffisamment large, à vous proposer de m'arrêter là pour l'instant et éventuellement, on terminera avec quelques questions supplémentaires si vous en avez le temps, bien évidemment.
Voilà, traditionnellement, c'est moi qui donne un premier flot de réponses, et puis Jean-Pascal, plus concis en général, rassemble tout ça et donne évidemment également son point de vue. Alors, moi, je ne m'étonne pas qu'on doive encore expliquer ce que c'est que la sécurité sociale pour deux raisons. D'abord parce que les questions de tuyauterie n'ont pas... Je comprends que ça ne passionne pas le citoyen. Le citoyen, quand il est malade, il a envie d'être remboursé vite et bien. Lorsqu'il est au chômage, d'avoir des allocations qui lui permettent de vivre, etc. Et donc, je comprends que la question de la tuyauterie ne soit pas passionnante. Mais ici, dans ce cadre-ci, je pense que c'est important pour nous, militants, de savoir comment ça fonctionne. Et puis la deuxième raison, et ça a été très bien dit, c'est qu'évidemment, on a perdu la bataille de la communication par rapport à la droite. Quand il y a une hégémonie culturelle du néolibéralisme, ça veut dire qu'on a perdu la bataille de la communication. Ceux qui sont hégémoniques, ils gagnent la bataille de la communication, c'est-à-dire toutes les questions sont formulées dans leurs mots et dans leurs principes. Hein, je ne donne qu'un exemple. Quand on parle des charges sociales, c'est une défaite de notre part, puisque ce ne sont évidemment pas des charges sociales, mais des parts de salaire. Alors, concernant le financement, je ne vais peut-être pas répondre à tout, mais donner simplement des éléments de réponse. Et donc, là, il y avait une question très précise. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre en place quelque chose comme ce qui a été mis en place en France, hein, une CSG, c'est-à-dire une sécurité sociale qui est partiellement financée par l'impôt. Alors, et c'est sûr que la CSG, c'est mieux que la TVA. Hein, c'est sûr, puisque c'est proportionnel à l'impôt, c'est proportionnel au revenu, pardon, et c'est évidemment sûrement plus juste. Maintenant, attention à toute formule où on sort trop de la cotisation sociale. C'est vraiment la cotisation sociale qui reste le mode de financement le plus juste. Vous savez, pour le dire dans des termes un peu marxistes, c'est un des seuls impôts directs sur le capital. Hein. Je veux dire, le patron doit avancer cela. Bon. Alors évidemment, il y a des défauts. La cotisation sociale, elle pèse autant sur une entreprise qui est en difficulté que sur une entreprise qui fait énormément de bénéfices. Mais gardons bien ce socle de la cotisation sociale. Mais nous sommes bien d'accord qu'une CSG serait meilleure que le financement par la TVA. Alors, pour ce qui est de la Sécu dans la Constitution, en tout cas, de faire en sorte, moi je suis tout à fait d'accord, il faudrait voir concrètement comment on pourrait le faire, parce que la sécurité sociale, elle est toujours modulée par rapport à une certaine situation économique, par rapport à un certain contexte social qui est difficilement modulable en quelque sorte dans une constitution. Mais moi, je suis partisan pour qu'on sanctuarise la sécurité sociale, pour qu'on lui donne un maximum de force obligatoire, de force normative, et ce n'est pas le cas actuellement. Alors, sur l'allocation universelle, j'ai essayé, c'était peut-être pas simple en 2 minutes, mais j'ai essayé d'être relativement nuancé tout en étant clair. C'est-à-dire, clair, c'est faites attention quand on parle de l'allocation universelle et du revenu de base. Il faut d'abord avoir une position de scepticisme, parce que très souvent, dans le chef de ceux qui avancent cette proposition, il y a une arrière-pensée qui est de remplacer les institutions de la sécurité sociale par une allocation universelle. C'est très clairement le programme de quelqu'un comme Boucher. Et donc, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf comme un Philippe de Faeth l'est, et peut-être comme un Benoît Hamon l'est un peu, et il suffit de voir le résultat qu'il a fait pour se dire que ce n'était peut-être pas la meilleure idée. Mais avec les gens qui sont des progressistes et qui sont peut-être, qui pêchent peut-être par naïveté, alors on peut discuter. Et comme je l'ai dit, l'idée d'un revenu garanti au seuil de pauvreté et que chacun ait au minimum pour vivre le seuil de pauvreté, ça c'est quelque chose qu'on peut discuter. En gros,
c'est si on met quelque chose comme un revenu de base dans les institutions de la sécurité sociale, si on le prévoit dans les institutions de la sécurité sociale, à ce moment-là, on peut discuter. Vous voyez? Mais donc, d'abord la sécurité sociale, et puis après, on peut envisager ces questions-là. Je laisserai peut-être Jean-Pascal répondre sur la question de la ruralité. On essaie de beaucoup réfléchir avec les acteurs de la santé et notamment sur l'organisation des réseaux de soins hospitaliers et le terrain. Et donc, je pense que ça en fait partie, mais je vais peut-être le laisser davantage répondre. Alors, Boucher qui vient avec un pacte social, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé cette semaine, et ce n'est pas à nous de commencer à entrer dans les affaires internes de la FGTB. On ne serait pas content si on se mêlait des affaires de solidarisme, mais c'est certain, moi je n'ai aucun doute, Boucher, quand il parle de pacte social, il n'est pas sincère. Ce n'est pas pour ça qu'on ne doit pas discuter à un moment donné. Un pacte social, il faudra bien le faire avec des adversaires. Hein. Donc là, on est bien d'accord, un pacte social, ça se fait toujours à un moment donné avec des adversaires qu'on ne traite pas comme des ennemis. On s'assied autour d'une table, mais c'est évidemment, ça continue d'être un rapport de force. Un pacte social, c'est un rapport de force, mais qui est simplement régulé, institutionnalisé à un moment donné. Et donc, il ne faut se faire aucune illusion sur les libéraux et sur le banc patronal, et encore moins de quelqu'un comme Boucher. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y travailler, mais il faut y travailler en toute lucidité. La concertation sociale, est-ce que c'est une chimère? Ben oui, c'est une chimère à partir du moment où on la désarticule. À partir du moment où elle est institutionnalisée, où la sécurité sociale est bien assise sur ses fondements, à ce moment-là, ben, les patrons sont quand même bien obligés de la faire fonctionner, en quelque sorte. Donc, ça dépend aussi de l'État, c'est une question de volonté politique de faire en sorte qu'on fasse confiance à la sécurité sociale, et c'est la responsabilité, à ce moment-là, des forces syndicales et progressistes de faire la pression qu'il faut pour que cette concertation sociale fonctionne. À nouveau, il ne faut jamais être irénique, il ne faut jamais être optimiste comme ça, mais on peut aussi faire confiance aux institutions telles qu'elles fonctionnent. Et puis sur le dernier point qui est le plus politique, moi je pense effectivement que le modèle qui a été le nôtre, et c'est pour ça que nous, socialistes et sociodémocrates, et en Wallonie et à Bruxelles, on n'a pas encore trop à se plaindre par rapport à d'autres partis socialistes en Europe ou même au nord du pays, mais notre modèle de fonctionnement est en train de toucher ses limites, c'est-à-dire un modèle où effectivement on passait des compromis avec les adversaires, où on avait quelque chose à négocier, où au niveau belge, le principal parti wallon, c'est-à-dire nous, le Parti socialiste, on parvenait à faire un deal avec le grand parti de droite flamand, parce que le grand parti de droite flamand, il respectait le pacte social, il respectait les grands équilibres du pays. Ce modèle-là, il n'existe plus. Et donc, nous devons nous repositionner et savoir si nous devons encore être dans une logique de compromis avec un grand parti flamand de droite, quand ce grand parti, la NVA, veut à ce point la fin de la sécurité sociale et en plus la fin de la Belgique. Donc je pense que, et donc je n'ai pas de réponse à la question, hein. Je ne dis pas qu'il faut, et sûrement pas avoir la même position que le PTB, sinon on ne serait pas là comme socialiste, hein. Sûrement pas. Et donc nous sommes dans une position qui est difficile parce que notre modèle, qui présupposait le pacte social, ce modèle, je pense, aujourd'hui n'existe plus. Et donc, ce que nous devons faire, c'est reconstruire ce modèle, c'est reconstruire ce pacte social et ne pas faire semblant comme s'il y avait encore un pacte social alors que ce pacte n'existe plus. Et donc, nous avons, de ce point de vue-là, vraiment à nous redéfinir en termes de projet, c'est un peu ce qu'on a fait, et aussi de rétablir un rapport de force, ce qui est sans doute, comme toujours en politique, la chose la plus difficile. Voilà, Jean-Pascal. Peut-être juste compléter, parce qu'Edouard a déjà répondu à beaucoup. Donc, sur la ruralité, c'est un point d'attention. Je reprenais les 10 priorités que je vais expliquer, comme je vous disais tout à l'heure, à la presse demain. Et elles font évidemment état de cela.
une des priorités touche à la planification de l'offre médicale. Donc, je pense qu'une des manières de lutter contre la désertification médicale en région rurale, c'est les incitants. Et donc, on a déjà utilisé ce mécanisme-là auprès notamment de médecins généralistes, mais il faudra encore les amplifier. Donc, ça, c'est une de nos revendications pour lutter notamment contre cette désertification en région rurale. Et puis, l'autre élément qui est un peu lié à ça aussi, c'est la structuration des réseaux hospitaliers et les liens que les réseaux hospitaliers vont devoir nouer avec l'ambulatoire, donc avec tout ce qui est première ligne, que ce soit médecin ou infirmière à domicile, pour prendre deux exemples. Donc, c'est vraiment au travers, je pense, à la fois de l'augmentation des incitants et de la structuration des réseaux hospitaliers, mais qui dépassent les réseaux hospitaliers, qu'on pourra lutter contre cette désertification. Sur la CSG, on a soutenu la proposition qui avait été faite en son temps par la FGTB. Il ne faut jamais croire à la thèse de la droite qui consiste à dire le meilleur moyen de financer la sécurité sociale, c'est de créer de l'emploi. Et la première chose qu'ils font quand ils créent l'emploi, et pour le créer même déjà, ils diminuent les cotisations sociales qui sont octroyées à la sécurité sociale et en plus on crée des emplois précaires. Donc, il ne faut jamais croire à cette fable-là, hein. Mais ils vont nous la resservir parce que, vous savez, sur le plan doctrinal, sur le plan de la doctrine, et ce n'est pas un gros mot, il n'y a pas plus rétrograde à ce stade que quelqu'un comme Boucher, hein. Il nous ressuce des recettes du passé, il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il évoque. Donc, c'est justement sur le terrain, nous, de l'innovation que l'on doit être présent, pas que bien sûr, et tout ce qui touche à l'intégration sociale est évidemment un élément fondamental pour nous. Donc ça, c'est vraiment le financement est un élément important, mais toutes les recettes sont là, hein. J'en ai évoqué quelques-unes tout à l'heure, et ne tombons pas dans le piège de ne plus faire financer la sécurité sociale par les cotisations sociales. C'est vraiment pour moi la base de la base, les cotisations sociales, et arrêtons de les diminuer ou d'exonérer les entreprises sous couvert de création d'emplois qu'ils ne créent d'ailleurs pas vraiment, ou en tout cas s'ils en créent, c'est des emplois précaires. C'est pour moi un élément majeur. Je crois, Johan, que pour le reste, Édouard a répondu aux questions, ou si j'en ai loupé une, il faut me le dire. Non, vous avez largement balayé effectivement les questions que je vous ai transmises. Ça continue à débattre sur la question du revenu universel, donc je pense que je ne vais pas vous demander de compléter vos propos, Édouard, puisque vous avez déjà, je pense, clairement répondu. Peut-être deux juste sur le revenu universel, oui. Hein, moi je suis persuadé que c'est la raison de l'échec d'Hamon. C'est un truc qui vient comme ça, qui plaît à une certaine frange et qui lui font passer le premier tour, mais qui après n'est pas explicable dans l'ensemble de la population. Édouard l'a évoqué tout à l'heure. Le revenu universel tel qu'il est présenté par Philippe Defeit ou Philippe Van Parijs, outre le fait qu'il n'explique jamais comment ils financent cela et qu'est-ce qu'ils enlèvent dans le système, en réalité, c'est aussi une financiarisation de la protection sociale. On va donner de l'argent à la place de droits ou de soins ou d'une pension, et vous allez voir que les banques et les assurances vont être comme des vautours sur le cadavre. Ça, c'est une certitude. Qui va surtout en bénéficier, on va dire, ça va être au détriment des femmes, où on va dire la femme va rester à la maison puisqu'on a un revenu supplémentaire. Donc, je pense que c'est un élément aussi à intégrer. Et en faisant cela, on bypasse la concertation sociale. Et ça, c'est un élément qui, je crois, doit être aussi intégré dans la réflexion. Par contre, nous sommes persuadés qu'il y a des trous aujourd'hui, des choses qui ne sont pas couvertes par la protection sociale. Et on pourrait imaginer qu'un revenu ciblé sur une tranche de population, je pense aux jeunes, par exemple, va exister. Donc, on pourrait le remettre sur la table. Et quand je dis tout à l'heure, soyons offensifs, soyons audacieux, c'est par exemple à des choses comme ça que je pense. Mais pas généraliser, segmenter sur un certain nombre d'éléments. Et quand Defeit défend ça, il défend ça au nom de la lutte contre les inégalités. Mais il y aura encore bien plus d'inégalités avec un revenu universel demain, parce que les gens devront choisir à un moment donné entre ce revenu universel ou l'accès à une pension ou à des soins de santé. Et là, on verra les inégalités absolument exploser. Je ne nie pas qu'il y ait des inégalités sociales et singulièrement de santé. C'est probablement en Belgique qu'elles ont le plus augmenté en Europe.
Mais luttons contre la racine et n'amenons pas une solution qui va détruire l'ensemble de l'arbre. Merci. Si vous le permettez, peut-être deux dernières thématiques qui sont, je dirais, transversales à une série d'interventions. Tout d'abord, la question de la numérisation de la société, l'automatisation du travail. Certains y voient une promesse d'un important gain social, d'autres la promesse plutôt de jours infernaux, notamment dans les secteurs industriels. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui positionner la défense du modèle face à un marché du travail qui se numérise de plus en plus? Est-ce qu'il faut en avoir peur ou au contraire s'en réjouir? Et enfin, ça a été évoqué au travers de l'écosocialisme, la question du combat écologique et du combat social. On a l'impression effectivement aujourd'hui qu'on ne parle plus que du combat social, le combat écologique ayant été mis de côté, je dirais, pendant cette crise. Et donc, certains souhaiteraient qu'on puisse, et donc ça va dans le sens de l'écosocialisme, vraiment ne jamais dissocier les deux. Et André, par exemple, proposerait même d'aller jusqu'à surtaxer la malbouffe et l'industrie qui est hautement productrice de carbone. Donc, voilà, sur ces deux questions, est-ce que, pour avoir vos réactions sur à la fois le combat écologique et le combat social et la numérisation de la société? Oui, j'y vais, Jean-Pascal. Sur la numérisation de la production, on en a parlé dans notre manifeste pour un pacte social et écologique. C'est un des 4 défis que l'on donne au pacte social. Alors, il y a une énorme discussion entre économistes dans laquelle je ne vais pas entrer pour savoir si la numérisation va réellement détruire les millions d'emplois dont on parle ou pas, ou les redistribuer différemment. Quand même, globalement, on peut dire que dans l'économie mondiale, il n'y a pas de désindustrialisation, simplement les centres de production industrielle se sont déplacés. On n'a jamais produit autant de tôles ondulées, de produits manufacturés, etc. Simplement, ils ne sont plus produits en Europe. Alors, est-ce que la numérisation va détruire autant d'emplois? Je dis que c'est une question qui est extrêmement, elle est sans doute d'ailleurs indécidable, mais en tout cas, c'est à nouveau une question de choix politique. Elle va peut-être détruire des emplois, mais elle ne va pas détruire de la richesse, c'est-à-dire que ce sera de la création de richesse. Et donc la vraie question, c'est de savoir comment on partage l'emploi, comment notamment on partage le temps de travail. Donc s'il y a des gains de productivité, eh bien, dans l'histoire, lorsque il y a des mouvements sociaux et des acquis sociaux, eh bien, c'est la réduction du temps de travail, la réduction collective du temps d'emploi, si on veut, hein, pas du temps de travail, mais plutôt du temps d'emploi, qui est un long trend historique depuis le 19e siècle. Eh bien, nous pouvons très bien, une des solutions à d'éventuelles destructions d'emplois, c'est une réduction collective du temps de travail, en sachant que de toute façon, il y aura toujours la création de richesse. Et cette richesse, c'est aussi une question de redistribution. Il y a quelques jours, Boucher disait ça, hein, il disait ah, mais aujourd'hui, avant, quand on créait, quand on produisait, eh bien, on produisait beaucoup d'emplois industriels. Aujourd'hui, une start-up, elle crée une nouvelle application et ça. Oui, mais sauf qu'elle crée de la richesse, l'application en question. Et la question, c'est comment est-ce que celui qui a créé son application et qui s'est fait beaucoup d'argent va contribuer notamment à la sécurité sociale par des mécanismes de fiscalité, de redistribution, de cotisation sociale, etc., etc., tout ce dont on vient de parler. Donc, la numérisation en soi n'est pas un problème, c'est la façon dont politiquement on va l'aborder, et c'est évidemment une question tout à fait essentielle. Alors sur la question, je vais être bref, sur la question de l'écosocialisme, moi je suis persuadé que jusqu'à présent, d'abord dans un premier temps, on a eu 3 phases. On a une première phase où les enjeux socialistes et les enjeux écologiques étaient plutôt vus comme opposés, et où d'ailleurs, il faut bien le dire, nous, socialistes, on était très réticents vis-à-vis des questions écologiques, notamment parce que notre pacte social, il reposait sur une très forte productivité, sur des gains de productivité industrielle de 6-7% pour pouvoir en distribuer une partie aux travailleurs. Donc, on voyait toutes les questions de décroissance, de croissance maîtrisée, etc., de protection de la nature comme étant très problématiques. Et puis,
on est, j'espère, dans la fin d'une deuxième phase qui est qu'on se rend compte qu'il faut articuler les deux, hein, qu'il faut articuler les questions environnementales et les questions sociales, que nous ne voulons pas d'un capitalisme vert, nous voulons d'une écologie qui soit une écologie qui ne soit pas au détriment des gens. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention quand on dit on va taxer ceci ou cela, par exemple la malbouffe. Moi, je suis très réticent par rapport à ça, parce que si c'est taxer le consommateur, parce qu'on sait que ceux qui sont dans la malbouffe, souvent, c'est les classes populaires, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de quoi acheter des bons produits. Et donc, il faudrait taxer les producteurs. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, organiser autrement la production agricole, qui est aujourd'hui devenue industrielle, alors que s'il y a bien quelque chose qui ne devrait pas être industriel, qui devrait rester artisanal, c'est bien la production des aliments. Autant l'industrie, pour l'aéronautique, je préfère que les avions soient construits de façon industrielle. J'aurais du mal à mettre dans un avion qui était bricolé dans un garage, mais autant pour la nourriture, on peut revenir à des formes davantage artisanales. Donc, ce serait ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une troisième phase où il ne s'agit plus simplement d'articuler les enjeux sociaux et les enjeux écologiques, c'est-à-dire de regarder les enjeux écologiques en ayant un regard social, ce qu'il faut évidemment faire, mais c'est carrément faire converger les deux questions et de s'apercevoir que si nous sommes anticapitalistes, je pense que c'est une des définitions d'être socialiste, si nous sommes anticapitalistes, ce n'est pas seulement parce que le capitalisme exploite le travailleur, mais c'est aussi parce que le capitalisme, il détruit la nature, il détruit nos corps, il détruit nos cerveaux. Et donc, ça, c'est une façon vraiment de dire que c'est le même combat. Et je vais céder la parole à Jean-Pascal, mais prenons une question tout à fait concrète, mais vraiment tout à fait concrète, comme les voitures de société, hein, dont on a parlé. C'est à la fois, on voit bien que c'est à la fois une question sociale, puisque les voitures de société, c'est 900 millions, même un peu plus, je crois, presque 1 milliard, qui est soustrait aux cotisations sociales, puisque ce n'est pas assujetti. Et en même temps, ces voitures de société, eh bien, évidemment, elles ne permettent pas de développer en contrepartie des services publics de transport, de favoriser les transports publics, etc., le train ou autre. Donc, on voit qu'aujourd'hui, ces combats véritablement convergent. Ce n'est plus une simple articulation, c'est une convergence. On pourrait le montrer également sur la question de santé, qui sont des questions sociales classique, mais aujourd'hui, la santé, c'est toute une série de maladies qui est due à la pollution, de maladies chroniques et autres qui sont dues à la pollution, et puis ce que nous venons de vivre, qui est à la lisière entre la santé, le social, on voit bien avec les inégalités de la crise du Covid, et l'écologique. Voilà, donc on est vraiment aujourd'hui dans une séquence où nous devons véritablement réaliser la fusion de ces deux combats, qui étaient deux combats qui n'en font plus qu'un, et nous sommes persuadés que la sécurité sociale, les institutions de la sécurité sociale, c'est vraiment la base sur laquelle on peut rebondir sur ce double enjeu en quelque sorte. Voilà, merci. Ouais, je dirais deux choses. Donc sur la numérisation, il y a des études qui fonctionnent dans les deux sens, hein, qui parlent de destruction d'emplois massives, depuis longtemps d'ailleurs, d'autres qui évoquent la création d'autres emplois. Donc je pense que la droite raconte un peu une fable aussi par rapport à une destruction massive d'emplois. On voit encore qu'il y a pas mal d'emplois dits industriels, même si le côté industriel a un peu changé. Donc il faut être prudent par rapport à ce qu'on dit et être vraiment en veille par rapport à ça, parce qu'on a quand même un certain nombre d'évolutions technologiques qui sont aujourd'hui pas tout à fait conformes à ce qu'on disait, par exemple, il y a 5 ou 10 ans. Donc, soyons prudents par rapport à cela. Pour le reste, Édouard a, je pense, répondu à la question. Sur la deuxième question, je crois qu'on a beaucoup parlé de lutte environnementale, ces manifestations pour le climat, etc., et on ne parlait pas beaucoup du social à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est l'inverse, mais surtout, n'opposons pas les luttes les unes aux autres, ni le social vers l'environnemental, ni le droit des femmes, ni les luttes pour les migrants ou contre le racisme, etc. Ce sont toutes des luttes qui contribuent à la création d'un véritable projet de société progressiste, tolérant, où la société est ouverte et pas une société fermée comme d'autres veulent absolument
la construire. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire beaucoup de pédagogie sur ce plan-là. Nous avons, au niveau de Solidaris, beaucoup de contacts avec les mouvements, justement, de ces luttes pour le climat ou le 8 mars pour les femmes ou les environnementalistes. C'est vraiment comme ça, quand j'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment comme ça qu'on doit faire. Quand j'évoquais tout à l'heure le mouvement social large, puissant qu'on doit créer et qui aidera à changer le rapport de force, je crois que c'est comme cela qu'on doit le faire. C'est en unissant l'ensemble de ces luttes. Donc ça, c'est vraiment ça la convergence des luttes. C'est pas facile parce que chacun a son territoire et que chacun a à un moment donné ses revendications qui ne collent pas nécessairement aux autres, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments aujourd'hui qui nous font dire que ce n'est pas du tout impossible d'unir ces luttes. Bien, écoutez, je pense que c'est là une merveilleuse conclusion pour ce début de soirée. Je vous avais promis de faire tenir cet after-work, cet after-téléwork en moins de 90 minutes. Malheureusement, je n'ai pas tenu parole. Mais le débat c'est de ma faute. C'est de ma faute. et les interventions, évidemment, c'est une véritable boîte de Pandore. La sécurité sociale, ça amène plein de questions qui sont toutes plus passionnantes les unes que les autres. Le mot de la fin, peut-être que je le réserverai à Christine, qui est une militante de longue date socialiste, qui vous remercie, qui rappelle l'essentialité de la sécurité sociale et qui nous exhorte à continuer à nous battre pour la sauvegarder. Je pense que c'était vraiment évidemment l'objet, c'est l'objet de votre démarche et je vous en remercie au nom du PAC, de la Fédération du PS et de Convergence d'être venu ce soir numériquement venir porter cette parole qui est plus que jamais moderne. À moins que vous ne vouliez rajouter quelque chose, un dernier mot. Moi, je vais juste dire une chose, c'est en allant vers l'océan que le fleuve reste fidèle à sa source. Restons fidèles à nos valeurs, ne les bradons jamais. Je n'ajouterai rien d'autre que cette phrase. Merci à vous deux, messieurs. Merci aux internautes qui nous ont suivis en live et en replay. Et à bientôt. Et on reviendra à Verviers en live pour un bon verre de bière.